Donald Trump's fight for sweeping presidential immunity from criminal prosecution is about to go before the U.S. Supreme Court. The justice is set to take up the high-stakes case tomorrow morning. CNN's Brian Todd is taking a closer look at all of this for us. Brian, set the stage for us ahead of these historic arguments. Wolf, it boils down to this. The special counsel Jack Smith is arguing that Donald Trump has never been above the law. Trump's lawyers argue that what he did to try to overturn the election results was part of his official duties as president, and he shouldn't be prosecuted. Dans certaines décisions, ce qui est en jeu n'est pas seulement la réponse juridique, mais la portée même de ce que le système considère comme pouvant faire l'objet d'une poursuite. Le 8 janvier 2026, la Cour d'appel du district de Columbia a rendu un arrêt qui a modifié l'interprétation juridique dominante des limites de l'immunité présidentielle aux États-Unis. La décision, rédigée par un panel de 3 juges sur la base d'arguments présentés au cours des mois précédents, n'a annulé aucune loi en vigueur et n'a pas introduit de nouvelles dispositions légales. Néanmoins, son contenu a immédiatement été qualifié de tournant par les juristes et les parlementaires. Pour la première fois de manière explicite, une instance de 2e degré a objectivement délimité l'étendue de la protection institutionnelle d'un président en exercice et, plus important encore, la possibilité de poursuites pénales après la fin de son mandat, même pour des actes commis pendant qu'il occupait ses fonctions. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. L'affaire qui a motivé la délibération concernait directement le président Donald Trump, dont la défense insistait depuis le début de la procédure sur une interprétation large de l'immunité fonctionnelle. L'argument central soutenait que toute action prise dans l'exercice de ses fonctions, même si elle était ultérieurement jugée irrégulière, serait automatiquement couverte par la prérogative présidentielle, sauf dans les cas où le Congrès aurait approuvé une procédure de destitution avec condamnation. Cette interprétation, bien que critiquée depuis les années 1970, n'avait jamais été contestée avec autant de force par un tribunal fédéral. Dans leur arrêt, les juges ont affirmé que l'immunité présidentielle ne pouvait être interprétée comme une autorisation implicite à commettre des crimes passibles de poursuites pénales, sous peine de compromettre les fondements du système de frein et contrepoids qui structure la Constitution américaine. La session a débuté dans la matinée par la lecture formelle de l'ordre du jour, mais s'est rapidement concentrée sur les objections soulevées par une requête présentée par l'équipe juridique de Trump. Les avocats remettaient en question la poursuite des enquêtes du ministère de la Justice concernant la tentative d'ingérence dans les résultats des élections fédérales de 2020. Ils affirmaient que les actes en question, appels téléphoniques, déclarations publiques, mobilisation de fonctionnaires et pression sur des agents de l'État avaient été commis dans le cadre de ces fonctions et étaient donc à l'abri de toute enquête judiciaire ultérieure. La réponse de la Cour a été sans équivoque. Aucune disposition constitutionnelle ne garantit à un président le droit d'agir en dehors du cadre légal sous prétexte qu'il exerce ses fonctions. Le texte du vote a souligné que les principes de l'état de droit s'appliquent sans exception à tout citoyen, y compris à celui qui occupe temporairement la tête du pouvoir exécutif. La décision est d'autant plus importante qu'elle établit que la nature éventuellement politique d'une procédure de destitution ne peut, à elle seule, bloquer l'action du système judiciaire. En d'autres termes, la Cour a affirmé que le fait que le Congrès ait choisi de ne pas condamner un président dans le cadre d'une procédure politique n'empêche pas les tribunaux d'examiner les mêmes faits sous l'angle pénal, dès lors qu'il existe des indices de violation de la loi. Cette séparation entre les sphères législatives et judiciaires réaffirme, selon le texte même de la décision, l'indépendance entre les pouvoirs et la nécessité d'éviter les zones d'impunité institutionnelle. Il ne s'agit donc pas d'une réinterprétation idéologique ou d'une innovation jurisprudentielle, mais de l'application directe de clauses constitutionnelles déjà établies. Quelques minutes après la publication de l'arrêt, les médias, les analystes juridiques et les membres du Congrès ont commencé à faire des déclarations publiques.
un groupe de sénateurs alignés sur l'opposition a qualifié la décision de « prévisible et nécessaire », arguant que l'insistance sur une immunité absolue créerait un dangereux précédent pour tout futur occupant de la présidence. Les membres du Parti républicain, sans contester ouvertement les fondements juridiques de la décision, ont quant à eux exprimé leur inquiétude face à ce qu'ils ont qualifié de « excès de juridictionnalisation » des processus politiques. Cette tension discursive, bien que prévisible, n'a pas modifié la substance de la décision. À partir de ce moment, le système judiciaire fédéral s'est doté d'un précédent qui autorise sans équivoque la poursuite de procédures pénales contre un président, même lorsque les faits faisant l'objet de l'enquête ont eu lieu pendant son mandat. Parmi les éléments qui ont le plus retenu l'attention lors de la lecture du vote figure le passage dans lequel les juges abordent la tentative d'auto-octroi d'une grâce présidentielle par Trump, révélée par des documents internes obtenus par le ministère public. La Cour a qualifié ce geste d'incompatible avec les principes fondamentaux de l'ordre constitutionnel. En observant qu'aucun citoyen ne peut être juge de lui-même, une idée consacrée depuis les fondements du droit anglo-saxon. La mention explicite de la tentative d'auto-pardon signale que toute stratégie de défense éventuelle fondée sur ce recours sera désormais juridiquement irrecevable, du moins dans le cadre de la juridiction du district de Columbia. Cela limite encore davantage la marge de manœuvre de la défense, qui subissait déjà des défaites techniques successives devant les tribunaux inférieurs depuis le milieu de l'année 2025. Bien que la décision n'implique pas d'emprisonnement automatique ni de condamnation anticipée, elle crée le cadre juridique nécessaire pour que les poursuites pénales fondées sur des faits antérieurs puissent effectivement être menées. L'impact de cette possibilité dépasse le cas spécifique de Trump. Des juristes interrogés par des médias tels que le National Law Review et le Constitutional Forum ont souligné que l'interprétation de la Cour pourrait être utilisée à l'avenir dans des enquêtes contre d'autres présidents ou anciens présidents, dont les comportements jusqu'alors protégés par l'immunité fonctionnelle seraient désormais examinés dans un nouveau cadre juridique. Il s'agit donc d'un tournant dans le régime de responsabilité des autorités publiques au niveau fédéral, susceptible de redéfinir les limites entre prérogatives institutionnelles et responsabilités pénales individuelles. C'est dans ce contexte que des décisions comme celle-ci acquièrent une importance historique, non seulement en raison des personnalités impliquées, mais aussi en raison de la manière dont elles redéfinissent l'architecture pratique du système politico-constitutionnel. En réaffirmant que l'exercice de la présidence ne constitue pas un bouclier absolu contre la juridiction pénale, la Cour renforce les mécanismes internes de contention et établit une ligne directrice interprétative susceptible d'influencer les futurs litiges constitutionnels. Il n'y a pas encore de consensus sur la profondeur institutionnelle de ce réalignement, mais il est indéniable que depuis ce 8 janvier, les marges de protection autour de la figure présidentielle se sont rétrécies et les voies vers la responsabilisation se sont ouvertes. Même des décisions techniques comme celle-ci, lorsqu'elles sont examinées attentivement, aident à comprendre pourquoi il vaut la peine de suivre de près les processus en cours. C'est à partir de ce type de mouvement que se dessinent, souvent sans tapage, les tournants les plus importants de la vie institutionnelle du pays. À partir de là, le débat juridique s'est déplacé de l'exceptionnalité du cas vers le fonctionnement structurel du système. La décision de la Cour d'appel, bien que centrée sur une affaire individuelle, a ouvert la voie à des discussions plus larges sur la portée et les limites de la responsabilité présidentielle. Au cœur de cette discussion se trouve l'interprétation de la clause de séparation des pouvoirs, principe fondateur de la Constitution des États-Unis, et son application pratique dans les situations où le chef de l'exécutif fait l'objet d'une enquête pour des actes potentiellement illégaux. Il ne s'agit pas seulement de savoir si un président peut être poursuivi, mais aussi de déterminer dans quelle mesure l'existence d'une fonction institutionnelle élevée peut ou non atténuer les obligations légales de nature pénale. C'est dans ce contexte que l'avis technique du Congressional Research Service, rendu 2 jours après la décision de la Cour,
a pris toute son importance. Ce document, adressé à la direction de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, a réexaminé les précédents historiques en matière d'immunité et de responsabilité pénale des titulaires de la présidence, y compris les mémorandums émis par le bureau du conseiller juridique du ministère de la Justice en 1974, 2001 et 2019. La principale conclusion du rapport est que la jurisprudence en vigueur jusqu'alors a toujours évité de se prononcer de manière définitive, permettant ainsi des interprétations divergentes au sein d'un même cadre juridique. Le nouveau précédent comble ainsi un vide argumentatif et crée une référence qui pourra être citée tant par les tribunaux inférieurs que par les commissions législatives en cours. Dans le même temps, le bureau du procureur spécial rattaché au ministère de la Justice a commencé à réorganiser le traitement des procédures parallèles, en redéfinissant l'ordre de priorité et la stratégie de présentation des plaintes officielles. L'un des signes les plus évidents de ce changement a été la mise à jour du calendrier des audiences préliminaires liées à l'affaire d'entrave à la justice dans des documents confidentiels. Au lieu de maintenir le calendrier initialement prévu pour le second semestre, l'équipe chargée des poursuites a déposé une requête demandant l'avancement des délais et la consolidation des pièces du dossier autour d'un seul axe argumentatif, celui selon lequel il n'existe aucune couverture fonctionnelle légitime pour des actes qui, même pendant l'exercice de la présidence, contreviennent à des normes pénales objectives. Cette démarche a été interprétée par les commentateurs juridiques comme une tentative de renforcer la thèse centrale autorisée par l'arrêt de la Cour du district de Columbia, en évitant la fragmentation de la ligne accusatoire. Un autre développement important s'est produit au sein du Sénat. La sous-commission des normes et de la conduite a commencé à réévaluer son action dans les procédures classées, en particulier celles qui concernent des tentatives de communication entre l'exécutif et des agents de la sécurité nationale pendant la période de transition présidentielle. La préoccupation exprimée en coulisses par les sénateurs des deux partis est que le précédent judiciaire puisse déclencher une nouvelle vague de requêtes formelles de la part de parlementaires qui hésitaient auparavant à rouvrir des enquêtes. Un conseiller législatif, interrogé sous couvert d'anonymat par le journal The Hill, a déclaré qu'avec la décision de la Cour, l'argument de l'immunité avait perdu de son poids comme justification pour ne pas donner suite à des enquêtes documentées. Cela signifie que la jurisprudence récemment établie n'a pas seulement un impact sur les tribunaux, mais modifie également le comportement des législateurs eux-mêmes sur des questions jusqu'alors considérées comme délicates. Au sein du département de la Défense, l'effet a été indirect, mais significatif. Le Bureau des affaires législatives du Pentagone a publié une note interne à l'attention des commandants des forces armées, les avertissant de la possibilité que des officiers supérieurs soient convoqués pour fournir des éclaircissements au Congrès sur leurs interactions passées avec le cabinet du président lors de situations de crise institutionnelle. Bien que la note souligne que les militaires ne sont pas partie prenante dans les procédures en question, le fait que la plus haute instance judiciaire du district fédéral ait réduit la portée de l'immunité présidentielle ouvre la voie à des poursuites judiciaires pour des actes auparavant protégés par le secret exécutif. Ce scénario exige une prudence opérationnelle et une réévaluation des protocoles internes de communication entre les pouvoirs. Dans le domaine juridique, des centres de recherche tels que la Georgetown Law School et la Yale Law School ont commencé à organiser des tables rondes, des publications et des avis explorant les effets à moyen et long terme de cette décision. L'un des thèmes les plus débattus est la possible réinterprétation de la clause de bonne foi institutionnelle, un concept utilisé dans divers avis pour justifier des actions présidentielles controversées dans des contextes d'urgence. Avec une distinction plus claire entre l'action gouvernementale et la conduite punissable, le système judiciaire sera de plus en plus appelé à évaluer s'il y a eu ou non détournement de finalité dans l'exercice de certains actes présidentiels. Cette distinction, bien que technique, peut représenter un tournant décisif dans la culture juridique des États-Unis, qui privilégie historiquement une déférence significative envers la figure de l'exécutif.
À partir de la décision du district de Columbia, il est également devenu possible d'observer une réorganisation discursive au sein des partis, alors que certains secteurs de la direction démocrate ont commencé à utiliser le terme « prévisibilité institutionnelle » pour contrer la thèse de la persécution politique. Une partie des républicains les plus proches de l'establishment juridique ont adopté l'argument selon lequel l'arrêt offre une sécurité interprétative. Même pour les futures administrations conservatrices, cette convergence inattendue autour de l'importance de la décision, même si elle est motivée par des intérêts différents, renforce l'impression qu'un nouveau paramètre est en train de s'établir, une sorte de grammaire constitutionnelle émergente qui va au-delà du cas spécifique de Donald Trump. Cette convergence aide à comprendre pourquoi, même parmi des groupes historiquement divergents, l'arrêt a été accueilli comme un tournant. Non pas parce qu'il met fin aux différends, mais parce qu'il oblige différents secteurs institutionnels à repositionner leur stratégie. Les ministères publics des États, les commissions d'éthique, les organes de contrôle interne et les bureaux de conformité publique réévaluent déjà leur modèle d'analyse des risques lorsqu'il s'agit de décisions émanant de l'exécutif. L'idée selon laquelle certains actes seraient automatiquement couverts par la fonction n'est plus une hypothèse incontestée, et ce changement, bien que discret, redéfinit les attentes, modère les impulsions et exige de tous les acteurs du système un degré plus élevé de justification technique et de prudence argumentative. Une lecture attentive de ce processus, y compris de ses ramifications parallèles, permet de comprendre la dimension réelle de la transformation en cours. L'analyse continue et contextualisée de ces épisodes est un moyen de suivre non seulement les faits, mais aussi les changements de logique qui sous-tendent le système dans son ensemble. Au fur et à mesure que l'arrêt de la Cour d'appel du district de Columbia était examiné plus en profondeur par les juristes, les parlementaires et les centres universitaires, il devenait de plus en plus difficile de le considérer comme une décision limitée à l'épisode procédural qui l'avait motivé. Le texte a commencé à être interprété comme un signe de transformation institutionnelle, susceptible de modifier les paramètres historiques de ce que l'on entend par protection de la fonction présidentielle et, dans le même temps, comme une limite à la responsabilité individuelle. Toutefois, à ce jour, il n'y a pas de convergence sur les impacts à moyen terme. Pour certains constitutionnalistes, notamment des professeurs associés à la Federalist Society Review, il s'agit d'un tournant significatif, mais modéré, car son impact pratique dépendra de la manière dont les tribunaux inférieurs l'appliqueront et de la manière dont cette interprétation sera reproduite dans de futures controverses. D'autres juristes, notamment ceux réunis lors de la dernière rencontre du Brennan Center for Justice, interprètent l'arrêt comme un mouvement plus structurel, qui redéfinit la frontière entre le devoir de responsabilité pénale et la logique de préservation du fonctionnement institutionnel du pouvoir exécutif. Le débat qui s'est cristallisé autour de ce précédent s'articule généralement autour de 3 axes d'interprétation. Le premier concerne la portée réelle de la décision. Bien que le libellé de l'arrêt soit ferme, en affirmant que l'immunité ne peut servir de bouclier dans les cas de comportements pouvant être qualifiés de crimes passibles de poursuites pénales. Il subsiste des zones d'ombre en ce qui concerne les actes classés comme essentiellement politiques. Cette discussion devient particulièrement sensible dans les situations où aucun gain personnel direct, concret et mesurable n'est prouvé pour l'agent. Selon une certaine interprétation, certains comportements, même s'ils sont condamnables sur le plan éthique ou irréguliers sur le plan administratif, pourraient continuer à bénéficier d'une protection juridique s'ils s'appuient sur des précédents historiques de l'action présidentielle, en particulier ceux liés à la conduite de l'État et à l'exercice des fonctions politiques propres à la fonction. Cette interprétation tend à être renforcée par les secteurs qui considèrent que la stabilité institutionnelle du pouvoir exécutif est une valeur qui doit primer sur l'élargissement des mécanismes de responsabilité rétroactive. Le deuxième point de friction concerne la question de l'auto-amnistie, explicitement rejetée par la Cour d'appel.
bien que l'arrêt ait déclaré cet instrument incompatible avec la Constitution. Certains juristes soutiennent qu'il serait précipité d'étendre cette logique à tous les cas possibles. Ils font valoir que l'effet contraignant de cette interprétation reste, pour l'instant, limité au ressort de la juridiction où la décision a été rendue. En outre, si la question venait à être examinée par la Cour suprême, il est fort probable que l'interprétation soit affinée, ajustée ou partiellement modulée. En particulier, si la plus haute juridiction décidait d'établir des distinctions techniques pour différents scénarios. Comme il n'y a pas encore de décision définitive de la juridiction supérieure, la porte reste ouverte à des interprétations divergentes. Surtout si l'on considère l'hypothèse de futurs présidents ayant des profils institutionnels différents et évoluant dans des contextes politiques différents de l'environnement qui entoure Donald Trump. Le troisième vecteur de controverse concerne le rôle du Congrès dans la chaîne institutionnelle qui suit ce type de précédent. Bien que l'arrêt relève du domaine judiciaire, il a eu de fortes répercussions sur le pouvoir législatif en réaffirmant que l'absence de condamnation dans une procédure de destitution n'empêche pas la poursuite d'actions pénales fondées sur les mêmes faits. Cette séparation entre jugement politique et responsabilité pénale relance les anciennes discussions sur l'utilisation et les limites des outils législatifs. Certains analystes observent que l'arrêt crée une incitation indirecte pour que les futures commissions d'enquête adoptent des normes techniques plus rigoureuses et des positions d'enquête plus cohérentes, car leurs rapports peuvent servir de base plus solide pour des plaintes formelles. D'autres soulignent un risque institutionnel, la possibilité que la destitution soit progressivement utilisée comme une étape préliminaire informelle d'une procédure pénale élargie, ce qui fausserait l'objectif constitutionnel de l'instrument et déséquilibrerait l'arrangement entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Dans ce contexte, le système politique est confronté à une tension qui n'est pas encore résolue. Comment garantir la responsabilité sans compromettre la prévisibilité institutionnelle? La réponse ne dépend pas seulement du contenu juridique de l'arrêt, mais aussi du comportement concret des acteurs impliqués dans le fonctionnement du système. Le ministère de la Justice sera contraint de calibrer avec précision le timing, la cohérence et le volume des plaintes qu'il entend présenter, afin d'éviter à la fois tout soupçon de sélectivité et toute image d'excès ou de persécution. Le Congrès devra démontrer que ces actions sont fondées sur des critères techniques vérifiables, afin d'éviter qu'elles ne soient perçues comme des initiatives motivées par des gains conjoncturels. Et le pouvoir judiciaire sera contraint d'appliquer les principes de l'arrêt au cas par cas, de manière cohérente, sans transformer le précédent en règle automatique, mais aussi sans céder aux pressions partisanes, médiatiques ou circonstancielles. Il existe également des interprétations opposées sur la possibilité de consolider le précédent en tant que norme stable. Certains observateurs suggèrent que la décision pourrait être progressivement atténuée par des interprétations futures plus conservatrices, surtout si des changements importants interviennent dans la composition des cours supérieures. D'autres soutiennent qu'une fois établie la possibilité de tenir un président pénalement responsable de ses actes pendant l'exercice de ses fonctions, il devient difficile de justifier des reculs sans compromettre la cohérence interne du système juridique. Dans cette perspective, le précédent fonctionne comme un jalon d'irréversibilité pratique, non pas parce qu'il crée une règle absolue, mais parce qu'il modifie les attentes institutionnelles sur ce qui peut ou non être toléré au nom de la fonction publique. Un facteur supplémentaire qui amplifie l'indétermination du cadre est la volatilité de l'environnement politique national. À mesure que de nouveaux témoignages, documents et enregistrements sont incorporés aux procédures en cours, le risque que le débat sur la légalité soit contaminé par des discours partisans et des stratégies de dispute publique augmente. Les experts liés à l'American Bar Association décrivent ce phénomène comme une intensification du conflit entre le temps juridique et le temps politique, avec un risque d'effondrement de la crédibilité dans les deux domaines. Lorsque les décisions judiciaires sont interprétées comme des manœuvres politiques et que, simultanément,
les initiatives politiques tentent de se justifier comme des exigences juridiques inévitables. Le système entre dans une zone d'usure institutionnelle difficile à stabiliser. Il n'y a donc pas de réponse définitive à l'heure actuelle. Le scénario est celui d'un conflit d'interprétation, avec des incertitudes réelles, des adaptations en cours et une accumulation croissante de décisions qui testent les limites historiques de la responsabilité présidentielle. Même si les procédures en cours aboutissent à une conclusion formelle, ce résultat ne représentera qu'une partie de l'équation. L'élément le plus décisif pourrait être la manière dont les institutions absorberont les leçons de cette période, réviseront les zones d'ambiguïté et réaffirmeront ou reformuleront les principes qu'elles prétendent protéger. C'est pourquoi suivre attentivement les développements à venir est plus qu'une simple routine informative. C'est un moyen de comprendre, en temps réel, les contours d'une transformation institutionnelle encore en cours. Le débat va au-delà du jugement lui-même. Il touche à l'avenir des limites entre autorité, responsabilité et stabilité au sein de l'architecture démocratique des États-Unis.